Il y a déjà 139 participants. Merci d'avoir répondu présent. 140. Voilà, c'est parfait. Peut-être que sur ce chiffre temporaire, parce qu'il vient déjà d'être dépassé, je vous propose, je vous propose à toutes et tous de commencer ce webinaire que la FHP a organisé à votre attention. Et comme on a 1 heure consacrée à la transition alimentaire, je vous propose sans plus attendre d'ouvrir ce webinaire en donnant la parole à Bertrand Sommier, secrétaire général de la FHP. Merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté d'introduire ce webinaire. Merci Marie-Claire. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, vous remercier de votre présence. Et puis, en préalable, permettez-moi de porter la voix du président Garbi que je vous prie d'excuser et de l'ensemble de la FHP pour vous souhaiter nos meilleurs vœux 2023. Il est encore temps. Et 2023 s'annonce fort de très grands enjeux, vous le savez, inflation, pénurie RH, réforme du financement, réforme des autorisations, PRS, cybersécurité. Et bien évidemment, l'ensemble des enjeux d'aider développement durable, parmi lesquels la décarbonisation du secteur. Les enjeux, vous les connaissez aussi bien que nous. Et c'est vrai que ce webinaire marque pour nous le premier de l'année. Et je ne vous cacherai pas que nous reconduirons régulièrement ce format qui permet d'évoquer des sujets concrets, opérationnels, par ailleurs forts en 2022 de 4300 participations au webinaire. Alors, notre webinaire du jour s'inscrit par ailleurs dans le cycle 2023 de ceux qui vont être dédiés à la RSE, porté par le groupe de travail RSE de la FHP, présidé par le docteur Joël Clich et par Marie-Claire Vier, que je veux chaleureusement remercier, notamment pour l'ensemble des initiatives qui sont prises sur le sujet. Alors, peut-être préciser en 2 points le cadre de ce webinaire. En premier lieu, il vient s'inscrire dans la déclinaison opérationnelle de la charte d'engagement RSE que nous avions élaborée en 2021 pour amplifier l'ensemble des actions éco-responsables de profession. Vous savez, sur les fameux 4 grands piliers de la RSE. Cette charte s'est composée en 4 objectifs et 10 engagements. Et parmi ces 4 objectifs, le premier est consacré à la réduction de l'empreinte écologique et énergétique du secteur. Et dans ce premier objectif, on a un 3e engagement très spécifique à la promotion d'une alimentation responsable. Le 2e point, il est plus législatif, j'allais dire, notamment la loi Egalim du 30 octobre 2018, par ailleurs complétée par la loi Climat et Résilience du 2 août 2021, prévoit un certain nombre de mesures tenant à la restauration collective, qu'elle soit publique ou privée. Et de ce fait, on a souhaité ce webinaire pour vous accompagner de manière la plus concrète possible dans la mise en œuvre de ces obligations, au titre de la qualité des produits, de la lutte contre le gaspillage, la diversification des menus, l'interdiction du plastique, l'information des usagers. Bon, enfin, tout ça, la loi Egalim porte pour ce faire un certain nombre d'objectifs ambitieux, et notamment au moins 50% de produits durables ou de qualité, dont 20% de produits biologiques dans les repas qui seront servis en restauration collective d'établissements de santé, quel que soit leur statut. Maintenant, je ne cacherai pas qu'au-delà de l'obligation législative, le fait de favoriser l'accès de tous à une alimentation plus saine, durable, accessible, est par ailleurs un enjeu de santé publique et environnementale dans ce qu'on appelle une approche en One Health, en bon français, avec effectivement des co-bénéfices tant sur la santé individuelle que collective des usagers que sur l'environnement. Par ailleurs, il me semble que ça peut participer aussi à l'ensemble des politiques de prévention qui aujourd'hui se dessinent, et vous savez que notre ministère s'est apposé un nom en ce sens. Maintenant, cet enjeu porte également une question, qui est la question de la soutenabilité pour nos établissements, dans un contexte de forte inflation et donc confronté à une importante hausse des coûts des matières premières. Maintenant, je vous propose que nous puissions revenir à notre sujet, à la loi Egalim et à la plateforme Ma Cantine, avec l'objectif de pouvoir préciser de quoi parle-t-on, des outils qui peuvent être mis à votre disposition, notamment pour répondre à vos obligations que nous avons rapidement rappelées.
Pour ce faire, Marie-Claire, je vais vite te laisser la parole, étant précisé que le docteur Clich, que je remercie à nouveau, interviendra en conclusion de ce webinaire. Et puis surtout, un grand merci à nos intervenants du jour. Marie-Claire, je te laisse, je te redonne la main. Merci beaucoup Bertrand pour cette introduction qui pose le contexte et l'enjeu effectivement de cette transition alimentaire. Et donc je voudrais vous présenter les deux personnes qui ont accepté d'intervenir au cours de ce webinaire pour vous éclairer justement sur cette transition alimentaire. Donc un grand merci André Gauthier, vous êtes responsable du déploiement de la plateforme gouvernementale Ma Cantine, et merci également Pauline El-Rabid, vous êtes chargée du développement également de la plateforme Ma Cantine. Et effectivement, je vous ai sollicité voilà, pour que vous puissiez nous rappeler déjà peut-être les principales mesures en vigueur issues de la loi Egalim et complétées par la loi Climat et Résilience, et puis que vous nous présentiez de manière concrète l'outil que vous avez développé, qui est un outil gouvernemental, gratuit, accessible à tous, et qui a vocation, et donc qui s'appelle Ma Cantine, et qui a vocation à outiller, informer, accompagner les structures, quelles qu'elles soient, dans leurs obligations issues des textes mentionnés. Alors, vous êtes 185 connectés, encore merci. Vous avez la possibilité de poser vos questions au fil des présentations dans le fil de discussion en cliquant en bas sur discussion. Et on vous invite, lorsque vous posez votre question via le chat, de bien sélectionner à tout le monde pour que l'ensemble des participants puissent voir votre question, et on tâchera effectivement de répondre à toutes vos questions, ou en tout cas une grande partie, puisqu'on aura une séquence dédiée pour ce faire. Sans plus attendre, je laisse la parole, et encore merci Pauline et André, je vous laisse la parole pour nous dire ce qu'il en est concernant cette transition alimentaire qui a débuté maintenant depuis quelques années et qui s'accélère désormais. Parfait, merci pour cette présentation Marie-Claire, merci à vous pour cette invitation, et bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter donc l'outil Ma Cantine avec ma collègue Pauline, et puis aussi on va revenir sur le contexte réglementaire, donc la loi Egalim du 30 octobre 2018, puis la loi Climat et Résilience du 21 août 2021. Je vais partager mon écran et puis on va pouvoir commencer. Alors, je vais mettre un diaporama et c'est parti. Donc, très rapidement, pour cette présentation, j'aimerais revenir sur ce qu'est Ma Cantine, le contexte qui a amené donc, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, ainsi que la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, à développer et financer une plateforme comme Ma Cantine. Qui est-ce qu'elle touche? Rappeler effectivement le contexte réglementaire, et ensuite, Pauline procédera à une démonstration pour vous montrer très concrètement quels outils on peut vous proposer pour mettre en œuvre donc, la transition alimentaire et durable. Alors, donc Ma Cantine, c'est une plateforme qui est en ligne depuis février 2021 maintenant. Elle a peut-être, si vous avez déjà eu l'occasion de visiter notre plateforme, elle a beaucoup évolué dans le temps, puisque de nouvelles fonctionnalités se sont rajoutées, et c'est normal, on essaie de fonctionner en mode agile avec le retour de nos utilisateurs. Très concrètement, cette plateforme, elle vient faire écho donc, à la loi Egalim, dont on a beaucoup entendu parler, dont on va parler aujourd'hui, qui a pour objectif de venir mettre en œuvre la transition alimentaire et durable dans un contexte de réduction, notamment des gaz à effet de serre, puisque la restauration collective, ça représente pas moins de 5 milliards de repas par an, tous secteurs confondus, et 14%, en tout cas sur la question de la restauration, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y avait un enjeu très important de pouvoir effectivement proposer des assiettes de meilleure qualité, mais aussi durables, pour pouvoir justement embarquer dans cette transition.
Ma cantine, très concrètement, donc c'est une plateforme, un service numérique qui va être dédié à l'ensemble de la restauration collective, aux responsables légaux de la restauration collective, et qui est construit, donc, comme je l'ai dit, selon une approche start-up, c'est-à-dire en mode agile, avec le retour des utilisateurs. On a 4 objectifs avec cette loi qui ont été rappelés par Marie-Claire, hein. Tout d'abord, notre première ambition, c'était de faire mieux connaître la loi. On a mis en ligne la plateforme en février 2021, comme je l'ai dit. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte, ce qui était normal, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas la loi Egalim, ou alors ils n'en connaissaient qu'une partie et pas l'ensemble des tenants et des aboutissants. Pourtant, il y a beaucoup de mesures dans cette loi. Donc, il y avait un fort enjeu de mieux faire connaître le dispositif législatif. Et puis, la loi climat et résilience est venue compléter les obligations de la loi Egalim. Donc, du coup, c'était aussi le moyen, voilà, via une actualité juridique à jour et actualisée, de pouvoir justement faire passer l'information et donner une meilleure compréhension des enjeux globaux sur cette transition durable. Évidemment, accompagner les utilisateurs, hein, donc l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur la plateforme, avec des outils et des ressources documentaires sur l'ensemble des axes de la loi, et puis des outils sur lesquels on va revenir, notamment pour suivre vos achats, c'est-à-dire pouvoir avoir en fait une connaissance de votre part de biodurable, puisque c'était un second besoin qu'on avait mis en évidence, hein, lors de l'investigation, qu'il y avait peu de personnes qui connaissaient la qualité de leur approvisionnement. Et on a aussi des outils de communication, c'est le 3e point, favoriser la communication des établissements, notamment envers les convives, parce que c'est une obligation, on va revenir dessus, mais aussi, surtout, au sein du secteur, pour pouvoir faire émuler en quelque sorte l'ensemble des personnes qui ont un service de restauration à tenir, puisque en partageant vos avancées, vous pouvez inspirer d'autres établissements, ou être inspiré par d'autres établissements qui ont pu aller peut-être plus loin, et pourquoi pas prendre contact avec eux. Mais ça, c'est quelque chose que vous présentera Pauline tout à l'heure. Et évidemment, 4e objectif de la plateforme, c'est mettre en place, donc on va en parler, les campagnes de collecte d'informations obligatoires qui sont prévues notamment par la loi Egalim, puis confirmées par la loi climat et résilience, et qui vont permettre de constituer chaque année des bilans statistiques sur l'avancée de la loi, et donc permettre aux acteurs de valoriser leurs initiatives et en même temps d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se fait sur la restauration collective, pour pouvoir avoir des politiques publiques adaptées. Si donc on passe sur la page suivante, on va revenir un petit peu sur le contexte juridique, parce que tout ça, c'est bien beau, mais sur quelle base s'assoit, on va dire, l'ensemble de notre offre de service, qui est effectivement, comme on l'a rappelé, gratuite, puisque c'est un service public, donc qui a vocation à accompagner l'ensemble des secteurs, que vous soyez d'ailleurs un établissement public ou privé. Donc ça concerne aussi la FHP. La loi Egalim, plutôt, elle est très connue par son premier objectif, qui est les 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. C'est la mesure qui a été déployée, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2022, qui est la plus connue parce que c'est la plus ambitieuse. Et pour le coup, c'est celle sur laquelle on a eu l'occasion de beaucoup revenir. Ce n'est pas la seule, vous voyez, il y a à peu près 5 axes. Cette mesure-là, donc, elle a été complétée par la loi climat et résilience, puisque à partir du 1er de janvier 2023, il va avoir, je crois qu'il y a une petite coquille, pardon, je modifierai le PowerPoint, c'est 2024, il y a une obligation, en plus d'avoir 50% de produits de qualité et durable, dont 20% de bio, d'avoir 60% de produits de qualité dans la famille de produits qu'on appelle viande et poissons. Donc c'est cumulatif, hein, ce n'est pas 60% de viande et 60% de poisson, ça peut être 55% de viande et 5% de poisson, ou 60% de viande tout court. L'idée étant derrière de pouvoir valoriser, en tout cas, et de proposer des viandes de meilleure qualité, et cela étant rendu possible notamment par l'introduction d'autres politiques publiques qui vont venir permettre justement de diversifier les menus, et donc d'avoir la possibilité d'augmenter en tout cas la qualité de la viande. Donc ça, c'est la mesure la plus importante. C'est celle qui est au cœur de la campagne de collecte de données, puisque c'est ce qu'on mesure chaque année, on va y revenir. Et c'est celle sur laquelle on a eu beaucoup de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. En tout cas, on pourra revenir, tout à l'heure, Pauline le fera, sur les labels qui rentrent
dans ces 50% de qualité durable. Parce que le bio, c'est assez explicite, mais pour le reste, il y a beaucoup d'interrogations. En tout cas, il en reste encore. Il y a 4 autres axes qui ont une temporalité différente, puisque là, comme je l'ai dit, c'était une obligation à partir du 1er janvier 2022, mais la loi Egalim, les premières obligations ont commencé en fait en 2018, notamment sur la diversification des protéines. La diversification des protéines, c'est quoi? C'est l'obligation pour les restaurants collectifs qui ont plus d'un certain nombre de convives par jour, donc là, plus de 200 couverts par jour, d'apporter, en gros, dans la composition de leur menu, des des alternatives protéiniques aux protéines carnées, donc c'est-à-dire concrètement plus de protéines végétales. C'est un petit peu différent effectivement pour le secteur hospitalier puisque il peut y avoir des contraintes qui font que derrière on ne va pas pouvoir introduire le menu végétarien, notamment qui était un des axes de la diversification des protéines. Mais pour le coup, l'idée c'est de pouvoir en fait proposer des menus où on va réduire notamment les produits carnés et proposer des produits végétaux sur le plat, des protéines végétales sur le plat. Donc, il y a beaucoup de recettes qui sont disponibles sur ma cantine où justement, vous pourrez vous inspirer pour essayer de pouvoir en tout cas favoriser les achats en ce sens. Une troisième obligation, c'est l'information convive. On a eu l'occasion d'en parler. Elle était obligatoire une fois par an par voie électronique ou par voie d'affichage depuis le 1er janvier 2020 suite à la loi Egalim. La loi climat et résilience, elle est venue appuyer ce dispositif, le renforcer, puisque à partir donc, de 2021, à partir de la promulgation de la loi qui s'est fait donc, le 21 août 2021, eh bien, il y a l'obligation d'avoir un affichage permanent sur le site de restauration. Sur ma cantine, vous le verrez, on propose des outils qui vont vous permettre très simplement de générer une affiche. Et pour le coup, vous n'aurez pas forcément besoin de beaucoup de compétences ou de déléguer ce service-là à des prestataires pour constituer ces affiches. Et vous pourrez le faire simplement à partir du diagnostic que vous aurez réalisé sur la plateforme. Il reste encore 2 axes. La lutte contre le gaspillage alimentaire qui vient compléter la loi AGEC, notamment sur le sujet, mais qui, pour la loi climat et résilience et la loi Egalim, qui pose simplement quoi? L'obligation de réaliser un diagnostic du gaspillage alimentaire et évidemment la mise en œuvre d'un plan de suivi. L'objectif, c'est de pouvoir rationaliser le gaspillage pour justement optimiser la lutte contre le gaspillage alimentaire et de aussi proposer, notamment au niveau de la post-prod, de faciliter le don aux associations puisqu'il est rendu obligatoire pour toutes les restaurations qui ont plus de 3000 couverts par jour. Donc ça, cette disposition, elle est applicable depuis octobre 2020. Il y a actuellement, depuis la loi climat et résilience, une expérimentation sur ma cantine. Pauline vous le montrera tout à l'heure. Pour ceux qui ont un logiciel de réservation des repas, l'objectif de cette expérimentation, c'est de mesurer d'un point de vue empirique l'utilité de ce logiciel sur 3 axes, le gaspillage alimentaire, le suivi des inscrits au niveau de la restauration et la satisfaction des convives. Une dernière mesure, c'est la substitution des plastiques. Alors, sur les établissements de santé, elle s'articule surtout autour de la suppression des ustensiles en plastique à usage unique depuis janvier 2020. Il y a d'autres obligations qui sont surtout aujourd'hui pour le secteur scolaire, notamment la fin des contenants alimentaires en plastique d'ici janvier 2025. Mais pour le coup, voilà, je l'évoque simplement, ce n'est pas une mesure qui touche encore les établissements privés et publics de santé. Alors, je vois qu'il y avait une petite question. Alors, je ne peux plus la voir maintenant. Peut-être que je la prendrai tout à l'heure. Maintenant, donc, ma cantine, elle est là pour vous aider justement à mettre en œuvre donc, ces obligations, pour vous proposer donc, des services qui vont vous faciliter cette mise en œuvre et qui vont vous donner toutes les informations à jour sur la loi et la politique nationale de l'alimentation en général. La question est qui est concerné, qui peut s'inscrire sur la plateforme? Tous les responsables légaux de services de restauration collective, qu'ils soient publics ou privés, comme le mentionne très bien l'article L230-5 alinéa 2 du Code du rural et de la pêche. En effet, c'est cet article qui précise que les établissements privés sont concernés. Je le souligne parce que c'est une question qu'on nous pose régulièrement à bon titre, puisqu'il y a d'autres articles qui sont un peu plus flous sur la question. Donc, je pensais que c'était intéressant de pouvoir vous donner
le lien et de souligner cela. Donc aujourd'hui, quelle que soit votre fonction, que vous soyez directeur d'établissement, directrice ou directeur des achats, ingénieur qualité, responsable logistique ou chef de cuisine, vous pouvez avoir un compte sur Ma Cantine, puisque aujourd'hui, plusieurs utilisateurs peuvent être reliés à une même cantine, vous allez voir comment, donc à un même établissement sur la plateforme. Derrière, ça permet quoi? Ça permet en fait une saisie collaborative ou tout simplement de pouvoir avoir un aperçu, la possibilité de consulter ces données quand finalement on ne les a pas sous la main. Donc très concrètement, ça ne veut pas forcément dire que les directeurs d'établissement ou les directeurs d'achat vont faire la saisie, mais que derrière, s'ils sont associés à l'établissement sur la plateforme Ma Cantine, eh bien, ils vont pouvoir voir, vous allez pouvoir avoir un aperçu de ce qui a été saisi par le service restauration justement pouvoir avoir un meilleur pilotage des achats et du suivi de la loi Egalim. Effectivement, que vous soyez, là c'est pareil, hein, que vous soyez en gestion directe ou que vous ayez une délégation de service, notamment que vous passiez par une SRC, donc société de restauration collective, où vos repas sont élaborés par une cuisine centrale, vous êtes aussi concerné par l'inscription sur la plateforme. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours le responsable légal de la restauration collective, même si vous êtes en gestion déléguée, en gestion déléguée, la délégation ne porte pas sur la responsabilité, mais elle porte sur le service lui-même. Donc, vous pouvez, il y a deux options quand on est dans ce type de cas, soit demander à votre prestataire de créer le compte pour vous sur Ma Cantine et de remplir les informations. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre contrat et on a une convention de délégation sur le site Ma Cantine qui permet justement de formaliser juridiquement ce service. Néanmoins, dans les faits, on observe que ce n'est pas la solution qui est privilégiée. Ce que font les établissements généralement, c'est que sur la base des informations transmises par leurs prestataires, eh bien, ils réalisent le diagnostic sur Ma Cantine, puis le télédéclarent eux-mêmes. C'est beaucoup plus simple quand on a les informations. Ça nécessite quand même de faire le compte, mais dans tous les cas, voilà, quel que soit le mode de gestion, que vous passiez par une centrale d'achat ou que vous ayez des fournisseurs en direct, l'essentiel, c'est que, voilà, tous les modes compris, la plateforme Ma Cantine va vous aider à mettre en œuvre la loi et c'est via celle-ci que vous allez pouvoir répondre aux différentes obligations, notamment de télédéclaration. Et bien justement, puisqu'on en parle, la campagne de télédéclaration, donc peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous en ont entendu parler l'année dernière, puisque la première campagne a eu lieu l'année dernière, donc du 18 janvier, pardon, juillet, oui, non, c'était bien ça, du 18 juillet au 25 novembre. Et durant cette période, il a été, on a promu en fait la possibilité de pouvoir, sur le site Ma Cantine, de manière d'abord non obligatoire et puis obligatoire à partir de septembre 2022, puisque un arrêté est venu poser l'obligation de faire cette déclaration sur Ma Cantine, eh bien, promouvoir la possibilité de participer à une campagne nationale qui permet justement de faire la déclaration de ces achats Egalim et donc de permettre une meilleure visibilité pour l'administration, mais aussi pour la restauration collective, de l'impact de la transition durable et de qualité. Donc, en gros, parce que je vois que je prends un peu de temps, pour le dire rapidement, l'idée, c'est de pouvoir, sur la base de l'objectif ambitieux de 50% de produits de qualité durable, dont 20% de bio, de faire en gros chaque année un reporting sur la part de bio durable de votre établissement. L'idée, ce n'est pas forcément de dire est-ce que je suis à 50% ou pas, quel que soit votre pourcentage, c'est de le déclarer pour pouvoir porter de manière à l'administration, de manière anonymisée et statistique, l'état sur le secteur de la loi Egalim. Encore une fois, on est sur une loi qui est pédagogique, donc il n'y a pas de sanction, ce n'est pas un outil de contrôle, c'est plutôt là pour vraiment permettre un meilleur pilotage de la politique nationale de l'alimentation à terme et aussi pour vous permettre tout simplement d'objectiver votre part de bio et de durable, notamment au niveau d'un secteur. Donc, comme je l'ai dit, cette saisie, elle est obligatoire. La prochaine campagne, elle aura lieu vraisemblablement à partir de début février. L'arrêté précisait un début janvier. Pour autant, on a préféré retarder un petit peu la campagne pour prendre le temps de faire l'analyse de la campagne précédente et de formaliser le parcours de telle sorte qu'on puisse l'optimiser et que chacun puisse répondre le plus simplement possible à cette enquête. Et vraisemblablement, elle se terminera au 31 mars, comme c'est prévu par le texte. Pour participer, c'est très simple. De toute façon, vous aurez le PowerPoint. Il va falloir créer un compte sur Ma Cantine si vous n'en avez pas déjà un, avec votre numéro de SIRET, créer un établissement
et puis votre diagnostic et le télédéclaré. Ça prend, suivant si vous avez les données ou pas, entre 10 minutes et une journée par mois. Et si vous faites une saisie plus régulière, ça peut prendre même pas une demi-journée pour faire cela. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais essayer d'y répondre. Ça vous va si on fait comme ça, Oui, Marie? parfait. Bah, peut-être je vous les pose. Oui. Quand on parle de couverts, ce sont les repas des professionnels plus les repas des patients, ou ça concerne uniquement les professionnels? Non, alors pour le coup, ça concernera professionnels plus patients, effectivement. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, vous y avez déjà répondu, mais je pense que c'est important de le Oui. redire. Dans les établissements de santé privés avec un prestataire de restauration, qui est le responsable de ces mesures, la clinique ou le prestataire? Et qui doit déclarer, la clinique ou le directeur ou le prestataire? L'obligation, elle est sur l'établissement, sur le responsable légal de la restauration collective. Donc là, pour le coup, le chef d'établissement, alors pas en propre, hein, mais pour le coup, la clinique. Vous pouvez déléguer, en même temps, comme vous déléguez votre gestion, vous pouvez déléguer cette tâche au prestataire, notamment en le formalisant via une convention de délégation ou via le contrat aussi qui vous lie au prestataire. Toutefois, si le prestataire refuse de le faire ou ne le fait pas, ou c'est à vous, effectivement, c'est à l'établissement de le faire. Mais de droit, c'est l'établissement qui fait ça, mais qui peut déléguer cette gestion. Voilà. Parfait. Une autre question, est-ce que les établissements de santé ont l'obligation de mettre des protéines végétales dans leur menu? Alors, il y a une obligation de diversification des protéines. Donc, en fait, l'obligation, elle porte sur le fait de devoir diversifier, donc apporter en tout cas, nuancer la part des protéines carnées pour justement intégrer des protéines végétales dans les menus. C'est la seule obligation sur les protéines végétales qui touche ces établissements de santé, puisqu'il n'y a pas de menu végétarien obligatoire dans le secteur sanitaire et médico-social. Alors peut-être, merci André, une question pour repréciser le calendrier de mise en œuvre. Une participante qui a vu que les obligations de 50% de produits de qualité, dont 20% bio, seraient applicables en janvier 2025. Alors, bonne question. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure que les établissements privés de santé étaient concernés par la loi Egalim. Aujourd'hui, la loi climat et résilience, donc je reformule. La loi Egalim, elle a posé donc l'obligation de 50% d'alimentation de qualité et durable, dont 20% de bio, pour les établissements publics et donc les établissements publics de santé qui organisent un service de restauration collective, ainsi que les établissements privés qui organisent un service public de restauration collective, ce qui est le cas des établissements privés de santé. Évidemment, les entreprises privées n'étaient pas concernées par le dispositif. Ce que a fait la loi climat et résilience, c'est qu'elle a porté pour le 1er janvier 2024 l'extension de ces mesures aux restaurants interentreprises, donc qui n'ont pas un service public de restauration collective, qui ont un service de restauration, mais en interne. Donc cette obligation, qui est plutôt pour 2024 que 2025, elle concerne, c'est une extension au privé certes, mais une extension au privé d'entreprise. Les établissements privés de santé, dans la mesure où ils organisent ce service de restauration collective, sont concernés depuis le 1er janvier 2022. Et par l'ensemble de... Et voilà, c'est important de le préciser que les établissements de santé privés sont effectivement soumis à cette mesure et à cette obligation depuis effectivement le 1er janvier 2022. Il y a une question sur qu'entendez-vous par produits durables et de qualité, mais Pauline, me semble-t-il, va l'évoquer. Et puis une question auquel on a répondu sur la remontée des données d'achat, directeur ou prestataire, donc vous y avez répondu. Sur la fréquence de la déclaration, est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est une déclaration dans le cadre de la fenêtre de déclaration? Comment cela se passe? Bonne question, merci. Merci Véronique. Alors là, en fait, il y a une déclaration sur ma cantine annuelle, sur la fenêtre effectivement qui a été évoquée, vraisemblablement début février, fin mars 2023 pour cette année. Et chaque année, on va dire que l'année prochaine sera la bonne, ce sera de janvier à fin mars de l'année N. Pour autant, c'est ce que j'expliquais en fait, et c'est peut-être là où je n'ai pas été très clair, c'est que vous pouvez, quand vous n'avez pas d'outils de suivi des achats, donc quand vous n'avez pas d'outils qui vous permet de valoriser votre part de bio, de qualité et de durable, on reviendra sur qu'est-ce qu'on entend par produit de qualité et durable, eh bien, vous pouvez utiliser des outils sur ma cantine, et donc là,
chaque mois, chaque semaine, à votre rythme en tout cas, eh bien, faire le suivi. Donc, la déclaration, c'est une fois par an. Le suivi de vos achats sur Ma Cantine, c'est au rythme que vous voulez. Parfait, merci beaucoup. Effectivement, la déclaration, c'est bien de février à fin mars 2023 et pas 2013. Il y a une petite coquille, mais effectivement, c'est bien 2023. Oui, je me doute. Voilà, comme il y a une participant qui Oui, oui, oui. peut Vous avez bien réussi. être Parfait. confirmée. Je vous propose de laisser du coup la parole à Pauline. Oui, Parfait, merci. merci André. Un grand merci André pour cette présentation, un petit peu du contexte. Nous, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur comment l'inscription à Ma Cantine se fait, quels outils on vous propose, comment faire un diagnostic, comment télédéclarer, également les outils de communication qu'on vous propose sur la plateforme aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez. Normalement, ça c'est le QR. Est-ce que c'est bon? Normalement, oui. Alors, c'est en cours de chargement et je pense qu'on devrait voir le partage. Pour l'instant, on voit juste que vous tentez le partage. Alors, je vais réessayer. Normalement, c'est bon. C'est parfait. Oui, ça marche. Merci. Donc, première étape pour accéder à différentes ressources de Ma Cantine et notamment la création d'une cantine, d'un diagnostic et votre télédéclaration, il vous faut créer un compte. Vous pouvez vous rendre directement sur la plateforme Ma Cantine à l'onglet « Créer mon compte ». Alors, ce qu'il faut savoir, un élément important, c'est que la création d'un compte est individuelle. Vous pouvez être, on le verra juste après, plusieurs gestionnaires sur une seule cantine, mais chaque compte est bien individuel. C'est aussi pour ça qu'on va vous demander votre nom, votre prénom, un email professionnel. Vous avez également un nom d'utilisateur qui sera directement généré à partir de vos noms et prénoms que vous pouvez modifier. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ça reste facultatif, d'indiquer un numéro de téléphone si vous souhaitez avoir quelqu'un au téléphone pour le support. Et vous pouvez également créer votre mot de passe et la confirmation du mot de passe. Vous avez également un onglet « Je suis une développeuse ou développeur de logiciels ». Ça, c'est vraiment dans le cas où, effectivement, vous travaillez avec un éditeur de logiciels qui souhaite faire un interfaçage sur la plateforme Ma Cantine. Je l'évoquerai un petit peu plus après pour évoquer ce sujet. On va vous demander également combien d'établissements vous gérez, puisqu'en fonction du type de cantine que vous êtes, vous allez avoir différents items à remplir. Donc, quand vous avez rempli ces informations, donc toujours de façon individuelle, vous avez un bouton s'inscrire où vous allez pouvoir directement vous identifier sur la plateforme, sur l'onglet donc s'identifier. On va vous demander donc votre email d'inscription, bien sûr, et votre mot de passe. Si vous avez effectivement perdu votre mot de passe, vous pouvez tout à fait redemander votre mot de passe. Donc, vous êtes sur votre interface d'accueil de la plateforme Ma Cantine. Vous avez différents onglets qu'on va, on va tous les aborder. Donc, vous avez votre espace de gestion, c'est l'espace sur lequel vous êtes, sur votre interface d'accueil. C'est sur cette interface-là que vous allez pouvoir retrouver notamment toutes vos actions à faire. Si, par exemple, sur une cantine que vous avez pu créer, vous avez un diagnostic à faire ou à terminer, une télédéclaration à valider, ça va vous faire un récapitulatif des actions qui sont en cours et qui ne sont pas terminées. Donc, vous pourrez vous référer à ce bouton-là pour faire le point. On met également des bandeaux d'informations sur les télédéclarations via notre espace, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous êtes donc sur votre interface d'accueil. Deuxième étape, c'est la création de la cantine. Deux possibilités pour la création de votre cantine. Vous pouvez, si vous avez peut-être une seule cantine ou deux cantines, vous pouvez les créer de façon individuelle en cliquant sur « Ajouter une cantine ». Si vous êtes dans le cas peut-être d'une cuisine centrale avec de nombreuses cuisines, vous pouvez tout à fait créer de façon massive vos différentes cantines sans le faire individuellement à la main. Donc, pour la création des cantines en massif, vous avez créé plusieurs cantines depuis un fichier. Vous allez pouvoir choisir le typologie d'import que vous souhaitez faire
à importer des cantines sans diagnostic, c'est-à-dire juste avec les informations administratives qui vous sont demandées, importer des cantines avec des diagnostics simples et des diagnostics complets. On va revenir bien sûr là-dessus pour que vous puissiez distinguer un petit peu la différence entre ces différents éléments. Donc, vous pouvez retrouver les différents fichiers Excel et également la nomenclature qu'on vous propose pour intégrer les informations. Nous, bien entendu, on reste à votre disposition pour vous aider à remplir ces fichiers. On est là pour ça, c'est notre travail. Donc, si vous rencontrez des difficultés, soit à la création du fichier, soit à l'import, soit notamment avec les numéros SIRET, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait possiblement des soucis. N'hésitez pas à nous écrire, on est là pour vous accompagner dans l'inscription de vos cantines. Sur la question de la cantine individuelle, donc ce qu'on va vous demander sur les informations administratives et les diagnostics, ce sera exactement la même chose que sur les imports massifs, hein, bien entendu. Donc, vous voulez ajouter votre cantine, on va vous demander forcément un numéro SIRET, donc c'est le numéro d'identification de votre établissement. On va vous demander le nom de la cantine et la ville concernée. On va vous demander également le type de cantine. Si vous êtes une cantine qui produit sur place les repas que vous servez à vos convives. Si vous êtes une cantine qui sert des repas préparés par une cuisine centrale, donc si vous êtes dans le cas d'une cuisine satellite. Si vous êtes une cuisine centrale qui livre des satellites, mais sans lieu de service propre sur la cuisine centrale, et une cuisine centrale qui accueille aussi des convives sur place. Donc, vous avez 4 typologies de cantines. En fonction de la cantine de votre profil, différents items vont s'ajouter. Donc, le nombre de couverts moyens par jour, donc les convives sur place, le nombre total de couverts à l'année, et sur les cuisines centrales, le nombre de cantines et lieux de service à qui vous fournissez des repas. Si par exemple, vous servez 2 cantines satellites, vous allez indiquer le chiffre 2. Sur le secteur d'activité également, vous allez pouvoir choisir différents secteurs que vous desservez. Ces secteurs d'activité-là sont également cumulatifs. Sur le type d'établissement, public ou privé. Également sur le mode de gestion, si vous êtes en gestion directe ou en gestion concédée, c'est-à-dire si vous faites appel à un prestataire. Et aussi, dès que vous faites votre inscription, enfin en tout cas la création de votre cantine, n'hésitez pas à bien valider votre cantine pour qu'elle soit effective. Vous pouvez retrouver l'ensemble de vos cantines dans votre espace de gestion, rubrique Mes cantines. Vous allez les retrouver dans leur globalité. Vous pouvez donc aussi créer un diagnostic à partir de votre cantine. On va prendre l'exemple de la cuisine que j'ai créée. Donc, vous retrouvez les informations administratives que vous avez rentrées, qui sont bien entendu modifiables. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des cuisines satellites et intégrer les cuisines satellites à la main si vous le souhaitez, si vous en avez peu. Sinon, on peut le faire sous le fichier d'import massif que je vous ai montré préalablement. Un élément important aussi, c'est la création d'un diagnostic. Les diagnostics qui sont disponibles ici, ils vous permettent donc vous de faire une auto-évaluation de vos rapports aux différentes mesures de la loi Egalim, mais ils vous permettent également de créer une télédéclaration. Donc, pour 2023, vous allez pouvoir créer votre diagnostic. Attention, les années qui sont indiquées, il s'agit bien de l'année des données d'achat que vous allez télédéclarer. C'est-à-dire qu'en 2023, vous allez télédéclarer les données d'achat 2022. Donc, vous allez pouvoir ajouter un diagnostic, choisir l'année qui est concernée. Donc là, on sera bien sur l'année 2022 et pas l'année 2023. Moi, j'ai déjà créé un diagnostic, donc je vais faire modifier. Vous pouvez également, donc moi je suis dans le cas d'une cuisine centrale, vous pouvez rentrer toutes les données qui concernent les mesures Egalim pour vos cantines satellites ou rentrer seulement les données d'approvisionnement. Sur la première option, c'est effectivement si vous avez toutes les informations sur toutes les mesures qu'André a évoquées, vous pourrez faire la déclaration pour l'ensemble des cuisines. Donc, on va prendre ce cas-là pour que ça puisse activer les données. Donc là, vous allez retrouver effectivement les différentes mesures Egalim qu'on a pu évoquer. Donc, sur plus de produits de qualité durable dans nos assiettes, vous allez pouvoir, par ce biais, accéder à la télédéclaration. On va vous demander effectivement soit une saisie simplifiée, soit une saisie détaillée. Donc, sur ce choix-là, il est libre. Vous pouvez encore, pour cette année, choisir la saisie simplifiée ou la saisie détaillée. Cette télédéclaration, elle porte bien sur les données d'achat en euros
et en hors taxe sur l'année civile. Que ce soit en saisie simplifiée ou en saisie détaillée, on vous demandera exactement ce type d'informations-là. Alors, globalement, je vais faire simplement la simplifier aujourd'hui. La détailler, c'est si seulement vous connaissez les labels et les familles de produits. C'est un niveau de détail un petit peu plus supérieur. Nous, on a généralement plus de saisie simplifiée. Si on peut avoir les informations complètes sur la saisie simplifiée, ce sera déjà très bien. Donc, on vous demande la valeur des achats alimentaires totales sur l'ensemble de l'année, la valeur de vos achats en bio ou en conversion bio, l'achat de vos SICO, donc AOP, AOC, IGP, STG, et on rajoute également le label rouge dans la télédéclaration. On va vous demander aussi la valeur en hors taxe des autres achats Egalim, donc le HVE, l'écolabel pêche durable, les RUP, donc tout ce qui concerne les régions ultra-périphériques, le commerce équitable et les mentions fermiers. Et ensuite, tout ce qui est critères d'achat, c'est-à-dire vos achats qui prennent en compte les coûts imputés aux externalités environnementales. Vous avez certaines démarches privées qui ont déjà créé une méthodologie qui peut effectivement faire rentrer une partie de ces produits dans cette catégorie. L'idée, c'est que l'acheteur, sur la base d'une méthodologie qui crée, puisse effectivement intégrer de la durabilité sur l'ensemble des coûts de production ou de transformation d'un produit. Après, voilà, c'est une information que nous, on précise bien dans nos guides également d'achat des marchés publics qu'on vous précisera, que je vous communiquerai également. C'est aussi un critère un petit peu spécifique. Sur la loi climat et résilience, il y a un zoom donc, qui est demandé sur les viandes et volailles et les produits de la mer. Donc, on va vous demander, comme indiqué juste en haut, la valeur en hors taxe de vos achats en viande et volailles, donc fraîche ou surgelée sur la valeur totale, donc toujours en hors taxe en euros sur l'année. Vos achats Egalim en viande et volailles fraîches et surgelées, également les achats provenance France. Sur les poissons, on va vous demander également le total de vos achats en aquaculture, produits de la mer, poissons, et également vos achats Egalim sur les achats poissons et produits de la mer. Pour la télédéclaration, vous aurez un petit bouton en bas qui vous permettrait de télédéclarer. Si vous souhaitez, par exemple, juste créer dans un premier temps un premier diagnostic sans pouvoir télédéclarer, vous pouvez toujours valider le diagnostic et revenir après sans aucun problème. L'idée du diagnostic, c'est vraiment vous de pouvoir aussi partager votre démarche. Donc, il y a vraiment ce côté télédéclaration pour le bilan statistique, mais il y a aussi le côté diagnostic qui va vous permettre de pouvoir valoriser votre démarche et de la partager, par exemple, sur la plateforme. Vous avez un onglet « Publication » qui est là, juste sur le côté, qui va vous permettre de décrire votre établissement et de valider et de partager votre démarche sur l'onglet « Nos cantines » qui permet de valoriser les différentes démarches Egalim des différents établissements, de présenter aussi une cartographie finalement de votre établissement, le nombre de couverts par jour, le type également de secteur. L'objectif aussi, c'est de pouvoir vous mettre en contact avec différents établissements. Donc, vous pouvez être contacté également par d'autres établissements qui seraient intéressés pour partager votre démarche. Un élément important également, je vous parlais du fait d'avoir un compte individuel. Sur une cantine, vous pouvez être plusieurs. Vous pouvez être plusieurs gestionnaires avec plusieurs comptes. Pour cela, vous pouvez aller dans l'onglet gestionnaire et rajouter bien votre collègue et vos collaborateurs avec l'adresse email qu'ils ont utilisée pour l'inscription. Attention, il faut bien avoir un compte pour pouvoir accéder à ma cantine, sinon vous ne pourrez pas y avoir accès directement. Rapidement également, on vous parlait d'informations autour de la loi Egalim. Vous avez l'onglet à propos de la loi Egalim. Vous pouvez retrouver les différentes fiches mémo autour des axes de la loi, donc la qualité des produits, la lutte contre le gaspillage, la diversification des menus, l'interdiction des plastiques et l'information des convives. Sur chacune des différentes fiches, vous avez les dates d'entrée en vigueur, les secteurs concernés. Donc là, sur les produits de qualité et durable, vous retrouvez l'ensemble des produits de qualité durable qui sont concernés par la loi Egalim.
Pauline, il y a justement une question sur dans quelle catégorie rentre le bleu blanc cœur? Alors, le bleu blanc cœur pourrait rentrer effectivement dans les externalités environnementales. Après, ce n'est pas systématique aussi, mais voilà, la démarche pourrait rentrer dans ce cadre-là, puisqu'ils ont mis déjà, eux, en place une méthodologie pour que certains de leurs produits puissent rentrer dans le cadre de la loi. Et il y a une question, enfin je me permets hein, du coup parce qu'il y a une question qui est posée et qui je pense est majeure et on l'avait évoqué ensemble hein, dans le cadre de la préparation du webinaire, donc je vous la soumets cette question, c'est est-ce que la loi Egalim impose aux fournisseurs de transmettre ces informations? Si la réponse est non, notre système d'information est incapable de produire ce genre d'informations et engendrerait un travail titanesque. Alors oui, effectivement, les fournisseurs n'ont pas l'obligation, eux, directement de fournir les informations. Nous, on est en train de travailler notamment avec des éditeurs de logiciels pour éviter les doubles saisies et on va dire les références qui ne correspondent pas à ce qui est demandé. On met des outils aussi à disposition, donc un outil de suivi des achats en ligne, un tableur Excel aussi, qui permet de ventiler ces achats et de pouvoir répondre à cette obligation un petit peu plus facilement. Mais effectivement, nous, on essaie aussi de faire un travail avec les fournisseurs pour qu'ils puissent communiquer ces informations-là, parce qu'on a bien conscience qu'il peut y avoir des blocages et c'est à ce niveau-là. Voilà. Je vous laisse poursuivre, hein, Pauline, pardon. Merci. Non, aucun problème. Donc, pour vous informer et aussi vous accompagner, donc vous avez ces différentes fiches mémo. Vous avez aussi un centre de documentation où vous pouvez retrouver de nombreuses informations donc, sur la plateforme, sur la loi Egalim, sur la loi climat et résilience. Vous pouvez également retrouver de façon générale des informations sur la loi, mais aussi sur les différentes mesures de la loi. On met également à disposition donc, des modèles de convention de dons, des recettes également et des ressources documentaires dont nos webinaires et également des boîtes à outils et des informations sur la restauration collective. Donc, n'hésitez pas à consulter ce centre de ressources-là. Il arrive aussi en complément d'un blog qu'on vous propose aujourd'hui. Dans l'onglet communauté, vous pouvez retrouver des témoignages et des informations ou des aides pratiques sur la loi Egalim et la loi climat et résilience. Ce blog aussi, il arrive en complément du newsletter qu'on envoie tous les mois, où vous avez toutes les informations à jour, que ce soit sur la télédéclaration, les évolutions de la plateforme, les appels à projets, les appels d'offres. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et vous avez également les webinaires. Donc, dans l'onglet communauté, vous pouvez vous y inscrire. On fait des webinaires thématiques sur la télédéclaration, sur les mesures Egalim. Notamment, on va bientôt en faire un sur le suivi des achats. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, de toute façon, tous les replays sont également à votre disposition. Et oui. Et il y aura également ce replay et votre diaporama qui seront transmis à l'ensemble des adhérents de la FHP. Exactement. Merci pour le complément. Vous avez également en onglet les chiffres qui vous permet de voir un petit peu vos statistiques, que ce soit sur un territoire ou sur un secteur. Donc, vous pouvez tout à fait trier en fonction de votre typologie d'établissement, mais aussi de territoire. Donc, vous y avez accès en créant votre compte. Dans l'espace de gestion aussi, vous avez donc le suivi des achats, l'import des cantines et aussi un outil de communication qui arrive en complément de l'outil Nos Cantines et de la publication, c'est la génération de votre affiche. Donc, dès lors, il faut bien que vous ayez rempli un diagnostic pour pouvoir générer votre affiche. Comment concrètement ça se passe? Vous allez pouvoir choisir la cantine que vous avez remplie, que vous avez diagnostiquée. Et en fait, les données seront à jour directement. Donc, on est bien sur l'année N-1 concernant les données d'approvisionnement. Cette affiche-là vous permet de répondre facilement à l'information d'obligation des convives. Vous pouvez la transmettre par mail sur les ENT ou bien pour faire l'affichage permanent. Ça vous permet aussi de gagner du temps sur cette demande d'affichage. Voilà. Donc, ça, c'est un outil de communication qu'on vous propose aussi en plus de l'outil de publication
nos cantines. Ça permet effectivement de répondre à cette obligation d'information sans avoir à se demander qu'est-ce que je dois mettre dedans. Donc, ça permet visuellement d'informer les usagers effectivement de votre action en matière de transition alimentaire. Il y a une question qui avait été posée sur est-ce qu'il y a des volumes minimums à déclarer? Alors, non, il n'y a pas de volume minimum. Non, vous pouvez vous déclarer ce que vous avez en termes de. Alors, du coup, c'est en termes de données d'achat en euros, hein, toujours. Et effectivement, peut-être préciser vraiment qu'en termes, enfin en tout cas au niveau de l'obligation, il s'agit bien d'une valeur hors taxe d'achat en euros des produits alimentaires par année civile et non pas de volume. Hein. Je pense que c'est important que tout le monde ait bien en tête cette information. Une question posée aussi sur les sanctions en cas de non-déclaration. Alors aujourd'hui, sur la loi Egalim, on est vraiment sur une loi pédagogique et incitative. Alors il pourrait y avoir deux types de sanctions, c'est-à-dire peut-être si les familles de patients se rendent compte que vous ne répondez pas, à la loi. Après, il pourrait effectivement y avoir aussi un passage de la répression des fraudes qui peut constater qu'effectivement, entre votre affichage et vos achats, il y a un différentiel, mais ils ne contrôleront jamais vos pourcentages, en tout cas sur ce qui est demandé. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de sanction de prévu sur l'application de ces taux. Merci beaucoup, Pauline. Une autre question qui concerne les petits déjeuners. Est-ce que le petit déjeuner est pris en compte comme un couvert? Oui, tout à fait. Petit déjeuner, collation et boisson. Donc, dans les 200 couverts par jour ou les 3000 couverts par jour, ça intègre effectivement l'ensemble des repas fournis. Oui, tout à fait. D'accord. Une question également, si nous avons, pour des raisons budgétaires, et Bertrand Sommier a évoqué la forte inflation qui génère une hausse de coûts majeure pour les établissements de santé sur différents postes et la restauration en est une. Donc, si nous avons, pour des raisons budgétaires, du mal à atteindre les pourcentages recommandés, quelles sont les conséquences? Donc là, vous y avez répondu. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, en tout cas politiquement, d'accompagnement des établissements dans cette transition. Oui, tout à fait. Et puis l'idée de la télédéclaration aussi, c'est de voir comment ça se passe sur le terrain. Donc nous, plus on a d'informations aussi à ce niveau, et plus on va pouvoir porter ça au niveau du ministère et dire qu'effectivement, il y a des problématiques sur certains secteurs et de voir comment on peut cartographier ça. Donc nous, si vous nous communiquez même un minimum d'informations, ce sera déjà très bien pour qu'on ait un niveau de connaissance un petit peu plus affiné sur aussi vous, où vous en êtes. C'est l'objectif de la télédéclaration de toute façon, comme l'avait indiqué André. Pour revenir peut-être sur la question des sanctions, parce que je ne sais pas si Marie-Claire, c'était quelque chose qui était dans votre question peut-être. Oui. Il y a aujourd'hui, donc, comme on le disait, pas de sanctions prévues par la loi. En tout cas, c'est vraiment, on est sur une loi qui est pédagogique. Toutefois, il peut y avoir des sanctions indirectes, on va dire. Il y a deux formes de contrôle qui sont réalisées. Alors, ça touche peut-être moins les établissements de santé, quoique ça serait à voir, mais en tout cas, via la parole des clients, des usagers du service, il peut y avoir des demandes qui peuvent être portées par les utilisateurs, les citoyens, et qui viennent vous faire part du fait que concrètement, où on en est on n'a pas l'information sur la visibilité des repas. En fait, on ne sait pas où vous en êtes sur la loi Egalim. Et en plus de ça, où vous n'êtes pas dans les critères de la loi. Ça peut être un premier contrôle qu'on dirait social. Très honnêtement, ça touche plus le secteur scolaire puisque les parents d'élèves sont dans une démarche peut-être que les personnes qui rentrent dans un établissement, surtout pour des courtes durées de séjour. Mais ça peut exister. Et il y a une deuxième forme de contrôle qui est un petit peu différente quand même. C'est donc par la répression des fraudes, la DGCCRF, qui peut venir
en fait, faire des contrôles sur la base de votre affichage. Donc, on n'est pas là pour dire est-ce que vous avez atteint, enfin, ils ne sont pas là plutôt pour dire est-ce que vous avez atteint la loi Egalim ou non, mais si vous déclarez sur une affiche en restauration, je ne sais pas, 6%, 3%, 50%, 75%, bref, un pourcentage de bio et de durable, eux, derrière, ils peuvent vous demander de venir justifier d'un point de vue comptable de la réalité comptable du chiffre que vous avancez, quel que soit ce chiffre par ailleurs. Cela dit, ces contrôles, ils sont assez faibles aujourd'hui, ils peuvent exister, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de contrôle direct de la loi Egalim. Le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire ne met pas, soit de manière directe ou indirecte, des agents pour venir vérifier que vous avez bien atteint les 50%, et sinon, il y a une sanction. Au contraire, on a conscience en plus avec l'inflation que c'est parfois compliqué, qu'il y a des secteurs où il y a besoin de plus de temps que d'autres. Donc voilà, on est sur une logique pédagogique. En tout cas, c'est vrai que ces mesures, elles posent quand même la question de la relation avec et ses fournisseurs et son prestataire Oui. de restauration. Si tel est le cas, il y a une question, effectivement, en tout cas un commentaire, c'est de dire si on a un prestataire externe qui produit les repas à partir de matières premières achetées auprès de ses propres fournisseurs, in fine, si les obligations Egalim ne sont pas respectées, qui en porte la responsabilité? En tout cas, c'est vrai je vais vous laisser la parole pour y répondre, mais il y a un vrai enjeu, effectivement, à la fois de négociation de transparence, de demande de transparence des fournisseurs pour qu'ils fournissent une synthèse des achats tant bio et durables pour faciliter la déclaration des établissements et la valorisation de leur action. Et puis, il y a effectivement cette chaîne quelque part de responsabilité qui pose quand même une question de faisabilité finalement. La responsabilité, elle est toujours du côté de l'établissement du responsable légal, en fait, hein, très concrètement, puisque c'est lui qui a la responsabilité du service, même en délégation, c'est lui qui va faire les commandes, c'est la délégation de service, elle se fait dans le cadre d'un contrat, en tout cas, il y a une tractation commerciale, donc en gros, c'est quand même lui qui met en place les différents critères suivant lesquels la délégation ou le service va être organisé. Donc, c'est lui qui reste toujours responsable de la mise en œuvre de ces objectifs. Certes, il n'y a pas de sanction, il y a quand même des obligations. Et la loi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sanction qu'elle n'est pas obligatoire, hein. Donc, en tant que telle, la loi Egalim, elle fait force de loi, et donc, elle a des effets contraignants puisqu'elle porte des objectifs qui sont ambitieux. Pour autant, effectivement, même s'il n'y a pas de contrainte, la responsabilité porte sur le responsable légal de l'établissement. Pour revenir de manière générale sur le suivi des fournisseurs et des prestataires, franchement, moi, je vous invite à rajouter des clauses de suivi qui vont qui vont obliger vos prestataires, vos fournisseurs à vous donner des synthèses détaillées, soit de manière annuelle, soit de manière mensuelle. C'est vraiment à vous, après, suivant la qualité, le niveau de suivi que vous souhaitez avoir, hein. Il n'y a pas besoin de l'avoir tous les mois, mais si vous souhaitez le faire, c'est vraiment possible. Donc ça, vous pouvez rajouter ces clauses-là au moment où vous contractez donc avec les prestataires et les fournisseurs, pour justement faire en sorte que derrière, pour vous, la saisie elle soit moins longue et que vous ayez plus de transparence sans qu'il y ait forcément besoin d'aller relancer en permanence ces fournisseurs. Nous, dans ma cantine est présente dans ce qu'on appelle le Conseil national de la restauration collective, dans lequel des différents groupes de travail sont organisés, notamment des groupes de travail avec les fournisseurs. On porte ce message de mettez en avant la qualité des produits sur les factures. N'hésitez pas à formaliser des synthèses et rester en fait à l'écoute de vos clients qui vont vous demander en fait ces données, parce que très concrètement, ils en ont besoin pour mettre en œuvre les obligations de la loi Egalim. Et par ailleurs, on parlait d'inflation aussi, sachez que quand vous mettez en œuvre la loi Egalim, vous pouvez jouer sur différents leviers pour essayer de maintenir des achats de qualité, tout en ayant, pourquoi pas, notamment via la diversification des protéines, via la lutte contre le gaspillage alimentaire, des sources, des entrées financières qui vous permettent, sur un budget relativement constant, de pouvoir, sans forcément être à 50%, mais en tout cas d'augmenter votre pourcentage de bio et de durable sans avoir derrière à avoir augmenté votre budget, parce que vous aurez travaillé sur des axes, notamment le gaspillage alimentaire, qui peut rapporter concrètement, rapidement de l'argent, puisque ce qu'on jette, c'est de l'argent qui est jeté à la poubelle, hein, pour le dire de manière assez littérale. Donc voilà.
C'était un peu... L'ADEME l'a montré hein, dans une étude, effectivement, travailler sur ces sujets. Alors, Bertrand Sommier l'a dit en introduction, hein, il y a effectivement cet enjeu de respect, hein, tout simplement, des obligations législatives et réglementaires. Et puis, il y a cet enjeu de santé publique, cet enjeu de décarbonation du système de santé et effectivement, un enjeu, in fine, aussi de réduction du coût, en tout cas coût du gaspillage alimentaire, même si ce coût il est majeur quand on parle d'inflation. Il est 11h03, on a dépassé de 3 minutes, mais en tout cas, je voulais vous remercier vraiment chaleureusement pour vos interventions brillantes et précises. Merci beaucoup, Pauline et André, d'avoir accepté donc d'intervenir à ce webinaire. Je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions, peut-être à une près, mais on pourra y répondre évidemment à l'issue. Un grand merci parce qu'on s'était donné le challenge d'1 heure pour éclairer l'ensemble des participants sur cette transition alimentaire. Je pense qu'il faut évidemment prendre le sujet pas seulement par l'angle de l'obligation, mais aussi de l'opportunité que cela génère et des bienfaits, des co-bénéfices pour la santé des usagers, bien sûr. Et puis, vous avez aussi insisté hein, sur le fait que ma cantine, au-delà de cette déclaration, c'est aussi un outil de valorisation des actions engagées sur le sujet. Et je pense que c'est important de le rappeler également. En tout cas, un grand merci à Pauline, André et Bertrand Sommier d'avoir accepté d'intervenir à ce webinaire qui, j'espère, aura répondu à vos attentes et à vos différentes questions. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et encore merci. À bientôt. Merci à vous pour cette invitation Merci. et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.